arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. En Espagne, Fanzara est un village de 300 habitants niché au cœur d'un parc naturel. En 2005, la municipalité décide de lancer la construction d'une décharge avec pour objectif de traiter chaque année 30 000 tonnes de déchets. Les habitants les plus hostiles à ce projet dangereux pour l'environnement ont créé un collectif d'artistes afin de restaurer les murs et surtout l'âme du village. Aujourd'hui, le pari est gagné. Aux oubliettes, le projet de décharge. Et Fanzara accueille désormais les meilleurs graffeurs du pays. Les titres de votre 20h. Éducation nationale, faut-il dégraisser le mammouth? Nous en parlons avec l'historien Paul Tourkidorian et l'enseignant Philippe Olivier. Il est le responsable de la SACEM en Corse. Philippe Messan est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Philippe. Je vous en prie, installez-vous sur le plateau pendant le 20h. Alors je l'ai dit, vous êtes le directeur de la SACEM pour la Corse. Les artistes, compositeurs évidemment connaissent la SACEM. Est-ce que le grand public connaît réellement la SACEM? C'est une autre question. Vos missions sont multiples. On va faire un petit cours d'histoire. Il s'agit d'une société civile qui existe depuis plus de 160 ans et qui a pour mission de percevoir les droits à chaque fois que les œuvres des auteurs-compositeurs membres de la SACEM sont diffusées dans un lieu public. Combien avez-vous recensé d'auteurs en Corse, Philippe Messan? Eh bien, à ce jour, on approche les 750 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dont 31 ont à peu près un statut de sociétaire définitif, voire professionnel. Vous êtes en Corse depuis 2009. C'est ça. Il y a eu une véritable évolution depuis 2009? On peut le dire comme ça, effectivement, parce que quand je suis arrivé, ils étaient à peu près 600, donc on est à peu près à 25% de plus en 7 ans. C'est bien. Ce qui est même très bien, plus 25% en 7 ans. Je voudrais qu'on fasse un focus, si vous le souhaitez, sur le fonds de valorisation des œuvres corses. C'est une des missions que vous vous étiez fixée à votre arrivée et c'est une belle réussite, encore une fois. Oui, tout à fait, parce que le fonds de valorisation de la musique corse, c'est une spécificité insulaire qui n'existe nulle part ailleurs sur le continent, par exemple, et qui fait qu'on valorise les titres des auteurs-compositeurs. Il y a 1500 titres qui sont valorisés chaque année à partir de collectes de droits que nous effectuons auprès des utilisateurs de musique de sonorisation notamment. Votre regard sur justement la création insulaire? Le regard, il ne peut être que positif dans la mesure où, comme on le disait déjà, avoir 25% d'auteurs-compositeurs en plus, c'est très 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 important. Par ailleurs, moi le regard que j'ai, je l'ai déjà dit maintes fois, mais c'est vrai que c'est la multiplicité des créateurs qui sont capables d'aller de la padielle, je veux dire, au hard rock, en passant par la musique de film et tous les genres musicaux, même la musique classique, etc. Et puis c'est vrai qu'il y a une spécificité, c'est que la musique fait partie intégrante de la société. 750 auteurs-compositeurs par rapport à la population, c'est 1 pour 400 habitants. Qui ne connaît pas un auteur-compositeur dans sa famille, ses voisins, dans son milieu professionnel. Donc la musique est très très proche, effectivement. Alors si on compare par rapport à d'autres régions, je ne vais pas vous demander des chiffres concernant les autres régions, mais si on compare notamment en termes de démographie et de spécificité, vous l'avez dit, spécificité insulaire, on est plutôt dans la moyenne très haute. Je pense qu'on est dans la moyenne très haute. Alors c'est vrai aussi que c'est lié à la population, au même titre que dans les dom-toms, etc. Mais quand on prend le département de l'Hérault, par exemple, je peux citer un chiffre, il y a 2000 auteurs-compositeurs. Mais je ne sais plus, il y a plus d'1 million ou 2 millions d'habitants dans l'Hérault. Donc là, la musique est vraiment présente. En termes de droits sur le plan financier, que représente justement l'année qui vient de s'achever ? Alors pour l'année 2015, on a perçu un peu plus d'1,3 million d'euros pour toute la diffusion de musique sur l'île.
Cette année, je pense qu'on va être encore bien au-delà. Et bon, c'est une satisfaction pour l'équipe qui travaille avec moi de se dire voilà, qu'en 7 ans, on aura, je pense, certainement doublé le chiffre des collectes qui reviennent donc aux auteurs, compositeurs, corses et autres. Alors, la SACEM, ce n'est pas qu'une question de chiffres, de comptabilité, Philippe Messon. Il y a aussi des opérations que vous menez, et il y en a une que j'ai retenue parce qu'elle me semble intéressante à plus d'un titre, notamment dans le dialogue que peuvent avoir les auteurs avec les personnes qui viennent à leur rencontre, c'est la Fabrique à chansons. Oui. La Fabrique à chansons, c'est la première année où elle se déroule en Corse. Ça avait eu lieu l'année dernière sur toute la France. Il y a eu un appel à candidature et puis on a un de nos auteurs-compositeurs qu'on aime bien, c'est Dominique Otave. Ouais, poète également. Voilà, poète, et écrivain, ouais, c'est vrai. qui va aller dans une classe dans les environs d'Ajaccio et puis qui va créer une chanson avec les enfants dans du primaire. Donc ça va se dérouler pendant toute l'année scolaire et puis je pense qu'il y aura certainement une petite captation et une audition en public. Donc ça, j'en suis très content parce que c'est la première fois qu'en Corse, on a notre vocation culturelle en milieu pédagogique. Une vocation culturelle, une vocation de transmission, c'est ça cette opération également, hein. Bien sûr, parce que ça va faire comprendre aussi aux enfants quel est le travail, parce qu'un auteur-compositeur, il travaille. Le droit d'auteur, il ne faut pas l'oublier, c'est le salaire des auteurs-compositeurs. Ouais. Dans l'absolu, ils n'ont rien d'autre. Il y a, vous sentez, vous, en tant que responsable de la SACEM en Corse, mais votre regard m'intéresse également, au-delà de votre fonction ici, qu'il y a encore aujourd'hui un problème avec les droits d'auteur, avec le numérique. C'est une question qui revient souvent. Oui, je sais. Il faut savoir qu'il y a certainement un manque d'information. On parlait du grand public tout à l'heure, mais ça fait 20 ans que la SACEM, au niveau national, a des traités avec YouTube, etc. Donc le numérique, bien sûr, ça met du temps parce que les opérateurs tirent souvent le frein à main pour ne pas régler les droits. Mais on a de plus en plus, et on le voit au niveau national, de collecte de droits en termes de numérique. Ça avance, on avance petit à petit, mais on avance bien. Dans quelques jours, le 14 à Corté, va se dérouler les rencontres professionnelles. C'est un moment important dans la vie de la SACEM. Hein. Oui, c'est un moment important surtout pour nos auteurs-compositeurs qui vont pouvoir à Corté, effectivement, vendredi 14 octobre, pouvoir avoir des personnes qui vont venir du siège social puis qui vont leur expliquer comment sur le portail SACEM, puisqu'on a un portail internet, comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à leur catalogue, à leur feuille de répartition, comment déclarer une œuvre, etc. Donc ça sera intéressant et je pense qu'il va y avoir du monde. Depuis 2007 que vous êtes en Corse. C'est ça. Ça va encore continuer, vous le souhaitez? Oui. Moi, de toute façon, j'ai dit que je terminerai ma carrière et au-delà. Au-delà? Ah oui. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai bien circulé sur le continent. Ça fait maintenant effectivement 7 ans que je suis là et moi je me plais ici. Autant le paysage que les Corses eux-mêmes. Et donc, voilà, je resterai. Vous parliez tout à l'heure d'exception, alors l'expression, je ne sais pas si elle est juste, exception culturelle, exception musicale insulaire. Ouais. C'est plus flagrant ces dernières années. On reçoit beaucoup d'artistes sur le plateau de Pendant le 20h et on a le sentiment que la palette s'élargit de plus en plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que c'est une tendance selon vous? C'est beaucoup plus profond que cela. Je crois que c'est profond. La culture, moi, quand je discute avec mes amis auteurs-compositeurs et qui font même de la chanson en Corse, ils me disent qu'au départ, ils faisaient du rock. Ouais. J'ai l'anecdote d'un auteur-compositeur qui me disait qu'à l'école, aux récréations, ils n'allaient pas jouer au foot. Ils se mettaient dans l'escalier et ils répétaient ensemble des padielles, etc. Je trouve que ça, on ne le rencontre nulle part ailleurs. Oui, c'est constitutif de l'identité corse. Complètement. Merci beaucoup, Philippe Messon, d'avoir bavardé avec moi, d'avoir présenté le rôle, l'émission de la SACEM. Et à très vite, peut-être. À très, très vite. Merci.
Vous le savez, chaque soir, nous essayons de décrypter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. La communication également nous intéresse et Inès a décidé de faire un focus sur la communication du gouvernement, notamment sur les campagnes de vaccination. Bonsoir ma chère Inès, comment vas-tu? Très bien, merci. Belle robe. Merci. Je me permets comme ça. Très bien. Alors ce soir, tu as décidé, c'est ça, tu as décidé de t'intéresser aux polémiques qui se répondent au sujet de la vaccination. C'est une question de santé publique évidemment, voire même de santé, de société qui est régulièrement soulevée. C'est une question politique Mais aussi. c'est ça. En fait, il s'agit pour les pouvoirs publics de lutter contre un sentiment de défiance vis-à-vis de la vaccination. Alors, si on prend la température, on peut constater que c'est très, très froid. Les résultats d'une étude menée auprès de 66 000 personnes dans 67 pays par les chercheurs du Vaccine Confidence Project. Vaccine Confidence Project. Merci. Tombait le mois dernier. Verdict, les Français sont les champions du monde du scepticisme. Oui, d'ailleurs, c'est un résultat qui a étonné l'auteur même de l'étude. C'est ça, exactement. Mais le docteur Larson nous livre quand même quelques éléments d'explication. Alors, selon elle, cela tient au fait qu'il y a eu en France une série de controverses qui ont fini par éroder la confiance, et aussi parce qu'il y a une certaine méfiance envers le gouvernement. Oui, elle a fait référence, je crois, à la gestion gouvernementale assez hasardeux, c'est le moins que l'on puisse dire, concernant la campagne de vaccination sur le H1N1. C'est ça, et là on a pu voir que le ministère de la Santé d'alors n'était ni au top de sa forme dans la gestion de crise, ni dans la com de crise. Mais tu sais, du signal brouillé, de la décision équivoque qui relance les bouffées de défiance, on en a encore eu cette année. En janvier, le ministère de la Santé a annoncé son plan d'action pour la rénovation de la politique vaccinale. Un plan qui comporte donc une concertation citoyenne sur Internet concernant la levée du caractère obligatoire de certaines vaccinations. Alors, quoi de mieux pour renforcer la confiance, comme on peut le voir sur le communiqué de presse, que de donner l'impression finalement qu'on ne sait pas sur quel pied danser. C'est une stratégie... Mais alors attends, si en fait finalement quelqu'un savait, on va faire une petite piqûre de rappel. L'an dernier, Marisol Touraine avait déclaré, et donc avant de lancer les débats... Marisol Touraine, ministre de la Santé. C'est ça. En fait, elle avait déclaré que la vaccination, ça ne se discute pas. Et elle répondait là en fait à une pétition anti-vaccin mise en ligne par le professeur Joyeux. Bon, certes, un petit peu truffée de vérité, de contre-vérité scientifique. Bon, elle ajoutait ensuite que ça n'excluait pas la transparence. Bon, alors là, tu me diras qu'on n'est plus à un ou deux paradoxes près. Non, c'est le cas de le dire, un ou deux paradoxes près. Peut-être même plus. Alors, le manque de transparence, c'est justement ce qui est mis en avant par les anti-vaccins et sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi cela qui nous intéresse dans ta séquence, Inès. Les rumeurs vont bon train sur la toxicité. Hein. Bah, si tu mets toi-même les réseaux sociaux sur la table, je ne vais pas résister à l'envie de te parler du divin Marc, qui avait donc posté une photo de bébé Zuckerberg fin prêt à se faire vacciner. Une publication qui a provoqué la colère des opposants à la vaccination. Oui, Philippe, Dieu lui-même s'est fait crucifier sur sa propre plateforme. Mais alors du coup, dans les commentaires, les anti-vaccinaux évoquaient le lien entre le vaccin contre la rougeole et le développement de l'autisme chez l'enfant. Alors ça, c'est une corrélation qui est extrêmement répandue sur la toile. Comme quoi, tu vois, personne n'avait attendu le top départ de Marisol Touraine pour commencer à en discuter. Tu continueras à décrypter, comme tu le fais aussi, les campagnes de communication. Hein. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a toutes ces stratégies politiques, de communication politique qui nous intéressent pendant le 20h. Merci beaucoup, ma chère Inès. À très vite. La question de votre 20h ce soir, éducation nationale, faut-il dégraisser le mammouth? Vous vous souvenez, cette phrase avait fait polémique, c'était la phrase de Claude Allègre, alors ministre de l'Éducation nationale de Lionel Jospin en 1997. Nous en débattons aujourd'hui avec l'historien Paul Tourki-Doriane et l'enseignant et éditeur Philippe Olivier. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. Philippe, bienvenue. Paul. Philippe.
Bonsoir. Cela fait quelque temps que vous n'étiez pas sur le plateau, Un Paul. petit moment, oui, tout à fait. Très occupé, Paul. Oui. Alors oui, l'éducation nationale, c'est notre troisième débat sur l'éducation nationale. L'école intéresse beaucoup les téléspectateurs de France 3 Corse via Stel. Vous nous le dites sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que nous allons continuer à tracer ce sillon-là sur l'éducation nationale. Et cette question, faut-il dégraisser le mammouth? Vous vous en souvenez, Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale en 1997. Lionel Jospin, la gauche était au pouvoir. C'était un vieux souvenir. Faut-il dégraisser le mammouth? Je ne pense pas que ce soit la bonne question, parce qu'effectivement, depuis... Merci de l'avoir posé, donc. Depuis 10 ans, on dit, alors il faut enlever des enseignants, c'était Sarkozy, puis il faut en remettre 60 000, donc 12 000 par an sur 5 ans. Là, on voit qu'on est presque à la fin du quinquennat, et ils n'y seront pas, parce qu'il y a pas mal de vacataires et de contractuels, mais on a remis un certain nombre d'enseignants. Je pense que l'essentiel, c'est combien d'élèves par classe et donc combien d'enseignants faut-il pour qu'on puisse transmettre, notamment au collège, mais au lycée aussi, de façon vivante et possible. Les classes à 28, 30, 32 aujourd'hui, c'est plus les classes d'autrefois. Donc c'est une question importante, mais évidemment c'est pas la seule. Il y a les contenus, il y a la rénovation de l'école, voilà. Mais vous comprenez le sens de cette question. Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, encore il y a quelques jours, en conférence de presse, rue de Grenelle, évoquer le nombre d'enseignants. Il y avait cette promesse de campagne de François Hollande en 2012. Il avait fait de la jeunesse et de l'éducation nationale sa priorité avec le recrutement, je crois, de 60 000 postes dans l'éducation nationale. Oui, bon là, ouvertement, on est sur des promesses purement électoralistes et on n'est pas du tout dans le concret et dans la réalité des choses. Donc il faudrait un petit peu, à un moment donné, que déjà on donne les ministères à des personnes qui connaissent un petit peu la matière qu'elles vont traiter. Najat Vallaud-Belkacem, si je ne m'abuse, n'a pas fait un quart d'heure d'éducation dans sa vie, en tout cas de manière professionnelle. Et ensuite, elle devrait arrêter de s'entourer d'idéologues qui vont pondre des réformes aussi inutiles que vaines à des moments clés de la vie politique de la nation française. Non, je crois qu'effectivement, il faut prendre le problème dans l'autre sens de ce qui est fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire se poser la question du contenu et de la quantité. C'est-à-dire combien de jeunes pour quel savoir ? Et arrêter aussi de peut-être essayer de voir comment on peut modifier et arrêter peut-être avec certaines normes européennes qui font de l'école du savoir une école de la compétence, ce qui est complètement absurde. Et qui donne effectivement ou de l'échec scolaire ou de la crétinisation à outrance. Donc à un moment donné, peut-être revenir à une école, je dirais presque envie de dire plus traditionnelle, ce qui serait réellement le vrai modernisme et la vraie réforme, c'est une école qui produise tout simplement des gens avec un esprit critique et intelligent. Des idéologues autour de Najat Vallaud-Belkacem ? Oui, mais pas que d'elle. Ça fait 30 ans que l'école est le centre d'une idéologie de droite, de gauche, progressiste, rétrograde, enfin tout ce qu'on veut. Et Paul a tout à fait raison, c'est pas seulement le nombre, c'est aussi comment on fait. Alors, réforme après réforme, on empile des réformes. Alors, on commence par le toit, comme si on faisait une maison. On commence par le toit, après on repart aux fondations, puis le premier étage. Enfin, ça veut rien dire, quoi. Si un jour on commençait par continuer depuis l'école primaire, le premier degré du secondaire, le second degré, il y aurait une progression plus logique et puis on réfléchirait vraiment quel est le savoir essentiel du XXIe siècle pour nos enfants. Parce que ce qui est quand même important, c'est l'avenir de la nation, les enfants, c'est l'enseignement et la culture. Or, on donne beaucoup d'argent à l'éducation nationale, effectivement, mais il faut beaucoup de professeurs. Et quand Matteo Renzi donne 500 millions d'euros pour que la culture à Florence, effectivement, permette aux gens d'ouvrir l'esprit, eh ben, si on donnait quelques milliards de plus à l'éducation nationale, à chaque fois on stigmatise les professeurs. C'est pas les professeurs et le nombre, c'est dans quel but ? Il y a effectivement une bonne question à se poser aussi, c'est pourquoi est-ce que l'éducation nationale, qui est un très mauvais terme, qui est un terme politique pour moi, on éduque la nation, alors qu'on devrait préférer peut-être le terme d'éducation populaire, pourquoi est-ce qu'elle est séparée de la culture ? Oui, c'est deux ministères. Elle fut un temps avec Jack Lang, je crois, dans les années 80. Pas longtemps, mais... Pas longtemps. Alors, cette question, évidemment, elle en pose d'autres, elle ouvre d'autres pistes. Quand on parle de dégraisser le mammouth, pour reprendre cette expression qui avait fait vraiment polémique, y compris, évidemment, dans le corps enseignant. Surtout dans le corps enseignant. Surtout dans le corps enseignant, évidemment. D'ailleurs, beaucoup plus que dans l'opinion publique. Tout à fait. Il y a souvent cette fracture-là entre les ministres de l'Éducation nationale et l'opinion publique. Est-ce qu'au fond, le ministre de l'Éducation nationale a véritablement dû
pouvoir. Je dis ça parce qu'on a le sentiment, je vais me faire l'avocat du diable, que c'est tellement imposant l'éducation nationale avec ces collèges, ces lycées, que c'est presque en autogestion, ou en tout cas en gestion avec les syndicats. Non, je pense qu'il y a effectivement une direction, il y a une tête politique, entourée de conseillers évidemment, qui essaye de faire du mieux ou du pire, des réformes. Mais dès qu'il y a une réforme, il y a des gens dans la rue. Non, mais parce que je pense qu'effectivement, il y a la même mise sur l'éducation nationale et les syndicats, et qu'il faut se poser la bonne question. C'est qu'on ne pourra pas réformer. Il faut bien sûr à la tête du ministère de l'Éducation nationale, malheureusement, un kamikaze qui ne souhaite pas renouveler son mandat électoral. Et à ce moment-là, qui décide de faire une grande réforme qui passerait quoi qu'il en coûte. Et en face, les syndicats suivraient ou suivraient pas. Parce que si on commence à essayer de ménager la chèvre et le chou, ceux qui en pâtissent le plus, au milieu, au fond, ce sont les enfants. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il faut se passer aussi du consentement, je dirais, de la corporation et mener une réelle réforme qui va porter des fruits. Peut-être pas rapidement, mais en tout cas, sur le long terme, oui. Alors, j'ai dit autogestion, mais peut-être que je devrais dire cogestion, alors ? Oui, je pense, parce que autogestion, je pense que ni les professeurs, ni la nation n'y est prête. En revanche, à l'allemande... Ça existe dans certains pays. Bien sûr, mais à l'allemande, effectivement, où on décide ensemble de faire avancer au mieux l'école pour un savoir contemporain et effectivement plutôt une instruction publique, ce qui était le titre autrefois de l'école et pas une éducation nationale. Cela dit, comme il y a beaucoup de démissions quand même dans l'éducation parentale, ça revient aussi aux professeurs. On n'est plus des professeurs uniquement qui transmettent un savoir, mais on est tout à la fois infirmier, assistant social, bobologue, enfin, etc. C'est le problème de la segmentarisation, et je pense qu'effectivement, ce qui était le programme je dirais, du gouvernement français délocalisé à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait un programme d'éducation populaire, c'était effectivement aussi de continuer l'éducation des adultes, l'éducation critique, politique, etc., ce qui a été complètement arrêté, je dirais, sous Malraux. Je crois que c'est Malraux qui a récupéré la culture, qui en a fait tout qui a inventé le ministère de la Culture. Qui a récupéré en tout cas, alors qu'il était responsable de la télévision, ce qui n'est pas anodin. Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut repenser aussi l'éducation tout au long de la vie, et justement pour faire des parents qui puissent éduquer leurs enfants, et rendre l'éducation aux parents et l'enseignement à l'État, ou en tout cas aux professionnels de l'enseignement. C'est pas que la faute du professeur. C'est pas que la faute du professeur. C'est pas que la faute du nombre trop élevé ou pas assez élevé, c'est important de le dire. Qui est effectivement un écran de fumée. C'est pas ça le principal. Je l'ai essayé d'expliquer. Alors on se focalise sur la grosseur du mammouth, ses défenses, mais après il faut se poser les vraies questions. Et là on n'est pas prêt à se les poser. Non. Dès qu'il y a quelque chose d'innovant, d'ailleurs, cette jeune femme qui a essayé de faire comprendre qu'en maternelle on pouvait enseigner autrement, au lieu de prendre ces idées et puis de les multiplier, je sais pas, dans chaque région, pour voir en faisant de la... Pardon. Je pense qu'il faut décentraliser aussi l'éducation. Il y a un problème de C'était centralisation. ma prochaine question. Est-ce que finalement le souci là, est-ce qu'il n'y a pas trop de centralisation au niveau de l'éducation, et on revient sur le terme d'éducation nationale, c'est-à-dire que voilà, on a parlé à l'époque de hussards noirs de la République, parlant des instituteurs. Et réellement, il y a une notion politique à l'éducation qu'il faut complètement enlever. Et la décentralisation des décisions au niveau de l'enseignement, je pense que c'est un bon système pour en sortir. Moi, je pense qu'il faut quand même une gestion nationale des contenus, pour qu'il n'y ait pas d'inégalité de régions pauvres ou riches, éloignées, montagnardes, campagnardes, par rapport aux centres urbains. Mais après, qu'il y ait une gestion déconcentrée, parce que le rectorat, finalement, ne fait qu'appliquer la politique nationale. Il n'a pas d'autonomie réelle. Ce sera peut-être le sujet d'un prochain débat. Je l'ai dit, on va faire des sagas comme ça autour de l'éducation nationale sur la gestion, plus locale, la cogestion concernant les collèges, les lycées, pourquoi pas. C'est une des pistes de réflexion. Vous connaissez la règle de l'émission, 40 secondes pour résumer votre pensée et répondre à la question. Faut-il dégraisser le mammouth, éducation nationale? Philippe, c'est avec vous que je commence. J'ai dit dès le début que ce n'était pas une question de dégraissage, de graisse, de poids, de lourdeur, de nombre d'heures, de nombre de professeurs. C'est bien évidemment derrière l'écran de fumée, derrière la peau du mammouth, c'est ce qui est à l'intérieur, ce qui est dans le ventre de la politique de l'éducation en France, quelle que soit d'ailleurs l'orientation politique. C'est-à-dire vraiment de se dire pour quels enfants, et les enfants c'est l'avenir, et pour quel avenir de la nation, science, culture et recherche, nous faisons pas une réforme, parce qu'il y en a eu trop, mais un aggiornamento de la politique nationale de l'éducation. Paul, même chose. Ça va exploser ou pas? Alors même chose, moi, non,
Attends, le décompte, voilà. Allez-y. Merci. Moi, je pense pas qu'il faille le dégraisser, je pense qu'il faut le désosser. Je pense qu'à un moment donné, il faut le disséquer, il faut répartir ses morceaux et ne plus y penser et passer à un animal qui est plus moderne, un animal plus pertinent aussi. Et je crois que les enfants en ont réellement besoin parce qu'après tout, sur toutes ces réformes, sur les savoirs, les compétences, etc., il y a quand même le bien-être de l'enfant. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de phobies scolaires, que les rythmes ne sont pas adaptés, que le contenu n'est pas adapté, que les professeurs sont aussi en souffrance. Donc je pense qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qui va dans cette école. Il n'y a plus rien qui va pour personne. Et donc je pense qu'il faut effectivement désosser ce mammouth. Alors là, encore une fois, ça voudrait dire que l'on aurait un dirigeant ou en tout cas un ministre qui soit capable de ne pas penser à son mandat et de penser d'abord au peuple et à l'avenir de son peuple. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra réfléchir à, encore une fois, un autre animal beaucoup plus sympathique que le mammouth. Alors, je le dis encore une fois aux téléspectateurs, réagissez sur les réseaux sociaux, notamment sur ces questions-là. Lors de nos 2 derniers débats sur l'éducation nationale, vous avez beaucoup commenté sur la page Facebook de François Corse-Vie Astel. N'hésitez pas à le faire. Dès demain, ce débat sera en ligne. Merci à vous d'avoir débattu sur ces questions-là. Et on vous retrouvera tous les deux, certainement, sur d'autres sujets très vite. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur France 3 Corse-Vie Astel, évidemment.